Aurélien Lecoq, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, vous êtes député LFI NFP du Nord, rapporteur spécial de la Commission des Finances. Bienvenue. Est-on en passe de basculer dans l'austérité ou la rigueur, ou aucun de ces deux termes ne vous paraît approprié? Alors moi j'aime bien une citation de Pierre Mauroy au moment du tournant de la rigueur justement qui disait la rigueur c'est l'austérité mais avec de l'espoir. Donc je trouve que l'ensemble de cette citation est assez elliptique et je crois que vraiment l'idée de jouer avec les termes ici nous prouve bien qu'on est dans quelque chose qui est de l'ordre de la communication politique, c'est le jeu, mais clairement on est dans un budget qui est un budget d'effort, un budget que moi je qualifierais de rigueur parce qu'en fait on parle d'austérité à partir du moment où on est dans un cadre plutôt cyclique, mais voilà, il y a clairement du rabot pour beaucoup de monde et voilà, il y a en plus une responsabilité politique à assumer sur un budget qui est à moitié celui du nouveau Premier ministre. Donc, bon courage pour la discussion parlementaire qui s'annonce. Aurélien Lecoq. C'est très clairement un budget d'austérité qui vise à faire les poches aux Français. C'est un budget, là vous donniez dans votre définition le fait qu'il y ait des... C'est le Larousse qui... Oui, la définition du Larousse, je suis en accord avec le Larousse. Il y a là des baisses de crédit, on le sait, qui vont avoir des conséquences absolument terribles et dramatiques pour les Français. 4000 profs en moins, alors qu'on a déjà une école qui est en grande difficulté. Les 3 milliards qui vont être pris dans la poche des gens sur la question de l'électricité, le déremboursement des consultations chez le médecin. Bref, on coupe partout. Les Françaises et les Français vont en payer le prix. Et surtout, attention, ce n'est pas fini. Et c'est bien quelque chose qui, chez les macronistes, est pérenne et cyclique, comme vous le disiez. Pourquoi? Cette année, en 2024, c'était déjà 32 milliards. Si on ajoute ce qui a été coupé dans le budget, avec tout ce qui a été coupé en cours d'année. Et moi, je lance l'alerte sur ce plateau et je vous l'annonce. Si ce gouvernement tient, si nous n'arrivons pas à le faire tomber, si nous n'arrivons pas à faire obstacle à ce budget, c'est la question alors ça. Ça va s'empirer dans les années à venir. Éric Scholl, je sais que vous aimez bien regarder ce qui se passe ailleurs. Au regard, si vous voulez, si on regarde ce qui se passe ailleurs, au regard des mesures prises à l'étranger, chez nos voisins ou plus loin, est-ce qu'on est dans l'austérité ou dans la rigueur avec ce projet de budget 2025? On est dans un budget de rupture par rapport aux années précédentes, parce qu'effectivement, on voit les impôts remonter. On a un budget aussi de sérieux, puisqu'effectivement, enfin, on commence à s'occuper des dépenses publiques, et il était temps. Et elles vont quand même augmenter en 2025, ces dépenses publiques. Elles vont pas être réduites, elles vont quand même continuer à augmenter. L'augmentation baisse, c'est ça? L'augmentation, elle va être... Si vous voulez, hors inflation, elles sont stabilisées, mais... mais au total, c'est quand même plus 41 milliards en 2025 de dépenses publiques. Donc, vous savez, là, c'est un budget de rigueur. C'est certainement pas d'austérité et c'est surtout un budget enfin un peu de sérieux. De sérieux, dites-vous. Arnaud Stéphane vous regarde, enfin il vous regarde pas, mais je vois ses yeux qui. Oui, non, moi je trouve que à la rigueur c'est surtout un budget de frayeur. C'est de la frayeur, c'est de la notation, c'est la frayeur de la vie des autres, c'est la frayeur de ce qui pourrait se passer sur les marchés financiers. Mais c'est la conséquence d'au moins 7 ans de gestion pour l'instant de l'exécutif et bien plus de gauche et de droite d'une mauvaise gestion des deniers nationaux. Pendant très longtemps, on pensait que, étant donné que les taux d'intérêt étaient très faibles et que là il y avait un espoir de croissance, on arriverait à réguler tout ça et qu'on pouvait continuer à emprunter. Et en plus, on avait désindustrialisé, c'était merveilleux, c'était un monde sans usine, nous avait promis Monsieur Tchourouk, qui a d'ailleurs eu beaucoup de succès avec Alcatel, et qu'en vérité tout ça, patatras, n'a pas fonctionné. Sauf que on n'a pas modifié les choses et on a continué à s'enferrer dans une politique où finalement on fait du libéralisme, on affiche du libéralisme, mais si c'est du libéralisme sur fond public. Aujourd'hui, les aides aux entreprises, alors que nous sommes complètement plongés dans une récession et en plus dans des déficits même au niveau du commerce international, c'est 179 milliards d'euros l'année dernière d'aide aux entreprises. 169 milliards, c'est colossal. Enfin, je veux dire, c'est pour quel résultat? On pourrait se poser la question. Anne-Charlène Bézina, on parle pour l'instant d'un projet de budget 2025. Est-ce que le plus dur n'est finalement pas à venir? Les débats au Parlement, à l'Assemblée en particulier, des arbitrages, des amendements, ça commence mercredi. Dans 9 jours, ce sera dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à celles et ceux qui nous regardent, ce qui va se passer, ce qui pourrait arriver ou ne pas arriver?
Alors, je reprends clairement votre terme. Je pense en effet que le plus dur est à venir, puisque cette discussion parlementaire, elle promet d'être inédite, notamment parce qu'en réalité, on a affaire à un Premier ministre qui n'est pas complètement maître de ce budget. Et c'est normal, les budgets sont toujours préparés à partir du mois de janvier. Mais donc, il y a un budget demi-ancien et demi-nouveau qui a notamment la charge d'amender lui-même. C'est ça qui sera un peu original, c'est qu'il est possible que la base et le gouvernement de Michel Barnier viennent eux-mêmes retoucher en réalité le texte pendant la discussion. Alors, la discussion budgétaire à l'automne, c'est quelque chose de très court, c'est 70 jours montre en main, avec une vingtaine de jours pour l'Assemblée nationale, une quinzaine pour le Sénat et ensuite 70 jours pour la pour navette. 60 milliards, c'est court. Sachant que on a quand même un gouvernement qui peut récupérer le lead, on a ce qu'on appelle un système de parlementarisme rationalisé, c'est-à-dire qui permet en fait au gouvernement de tenir un petit peu la barre, notamment parce que on est obligé, avant le 1er janvier de cette année, de pouvoir percevoir les impôts. Sans ça, c'est le shutdown. Et bon, notre constitution est bien faite, elle permettra de bloquer des votes, d'avoir évidemment la possibilité du célèbre 49 alinéa 3 qui, il ne faut pas se le cacher, aurait été de toute façon dégainé par n'importe quelle majorité. Alors pour le coup, là, il ne se cache pas de cette possibilité de... Vu la fracturation de l'Assemblée nationale... extrêmement dangereux quand même. Vu la fracturation de l'Assemblée nationale, ça sera absolument impossible à mon avis de passer sans certaines armes de ce type de vote bloqué. Mais encore une fois, ça dépendra aussi de la bonne volonté des parlementaires. Le 49-3, c'est à la fois l'échec des majorités et des oppositions. Vous entendez Aurélien Lecoq, ce que vient de dire Hélène Charlène Bézina, ça va dépendre de la bonne volonté des parlementaires. Vous, à la France Insoumise, peut-être un peu plus globalement au sein du nouveau Front populaire, comment vous allez gérer tout ce qui arrive là, au Parlement, à l'Assemblée nationale en particulier? On rejette tout, on bloque, et on espère la censure, on espère faire tomber ce gouvernement et surtout ce projet de budget 2025. Est-ce possible? Les choses sont très claires. D'abord, ce gouvernement, et il faut le rappeler, et il faut que personne ne l'oublie, c'est un gouvernement de voleurs, de voyous, de gens qui ont volé, usurpé une élection parce que ces gens n'ont pas gagné les élections législatives et ne devraient donc pas être là au gouvernement. Ça d'accord, bon. Enfin, c'est votre position, on la connaît bien. Et donc, nous avons été élus pour défendre un programme, celui du nouveau Front populaire. Nous avons présenté avec le nouveau Front populaire 10 grandes mesures pour le budget. Nous allons d'abord commencer par essayer de faire passer un maximum d'amendements dans la discussion budgétaire pour rétablir un semblant de justice. Par exemple, rétablir l'ISF. Par exemple, taxer les grandes entreprises, taxer les ultra-riches ou les patrimoines, ce qui n'est absolument pas taxé. On en a fait d'ailleurs un joli document pour vous dire que oui, nous, on est prêts. Une espèce de contre-budget, quoi. Un espèce de contre-budget. On est prêt à faire les choses différemment. Le Rassemblement national fera un peu comme vous, présentera un contre-budget lui mercredi. Le Rassemblement national. Mais pour dire que chacun y va. Ben non, pour l'instant, c'est le jeu démocratique. Mais pour l'instant, le Rassemblement national n'a pas l'air d'avoir très envie de s'opposer à ce gouvernement, puisque nous avions déjà Marine Le Pen une motion. Nous avions déjà une motion de censure. Le projet de budget n'est pas acceptable. Bien sûr. Mais Marine Le Pen eût été bien inspirée mardi dernier lorsque nous avons pu voter sur la censure, lorsque nous pouvions empêcher ce gouvernement d'attaquer aussi frontalement les Français, parce que nous savions exactement quelle casse sociale ils étaient en train de préparer, de voter la censure. Maintenant, je le dis clairement, ce budget sera battu et nous ferons tout pour qu'il soit battu, parce qu'il en va de la survie de plein de Français qui aujourd'hui ne mangent pas à leur faim. Donc oui, s'il y a 49.3, il y aura censure et les insoumis feront tomber le gouvernement. Éric Scholl, c'est censure garantie 49.3 assuré, ce projet de budget là? Quand on l'entend ici, ça va être un chaudron, l'Assemblée nationale pendant 2 mois. Donc à la fin, il y aura le 49.3. Je ne vois pas comment on arrivera. Il va y avoir certainement... Le projet va sûrement être détricoté tous les côtés par des amendements divers et variés. Et à la fin, il y aura un 49.3. On en est quasiment certain. On observe que, évidemment, les arbitrages seront nombreux, les amendements, n'en parlons pas. Au sein même du gouvernement, ça discute, ça débat. Au sein même des macronistes. Même. Alors, c'est exact. Écoutons au sujet d'une éventuelle hausse de la taxe sur le gaz, ce que disait hier Agnès Pannier-Runacher, ce que dit aujourd'hui son collègue du budget. L'enjeu est également de travailler sur les niches brunes, au travers de l'augmentation du malus automobile, au travers de la suppression du taux réduit de TVA à 5,5 sur l'installation de chaudières à énergie fossile, et enfin, par voie d'amendement gouvernemental, au travers d'une hausse de la fiscalité sur les billets d'avion et sur
sur le gaz. Et ce que je vous dis à vous ici, en tant que ministre du Budget, c'est que le projet de loi ne contient pas de hausse de fiscalité du gaz. Donc pas de hausse des taxes sur le gaz. Il n'y a pas de hausse de taxes sur le gaz dans ce texte. Et je voudrais aussi préciser parfois quelque chose qui peut être mal compris, je l'entends volontiers, la facture d'électricité de nos concitoyens qui sont en tarif réglementé va baisser. C'est un peu flou et à la fois, Anne-Charlotte Bédina, est-ce que ça ne correspond pas d'une certaine manière à une forme de stratégie du gouvernement, commencé par son chef, de dire, je vous ai présenté ce que vous avez vu là, avant-hier, libre à vous, libre au Parlement de rectifier si ça ne lui va pas. Bref, rien n'est totalement figé dans ce projet de budget 2025. Alors, je pense que ça, c'est totalement inédit, justement, parce que comme on l'a répété, un budget qui a été préparé de manière assez courte par ce nouveau gouvernement, il y a cette originalité de se dire, on va laisser au Parlement la possibilité de bien faire. Sauf c'est pas une façon de se défausser aussi, tant le projet de budget fait peur. Clairement, et puis il y a aussi des limites constitutionnelles, c'est-à-dire qu'en fait, le Parlement n'a pas vraiment, dans notre Constitution, de pouvoir dépensier, c'est-à-dire qu'il peut pas tellement ajouter, amender, je rentre pas dans la logique de l'article 40, mais elle est quand même compliquée, ce qui prouve en fait que là, l'idée de se dire on va permettre au Parlement d'ajouter et d'amender, il faudra que ça se fasse avec la bienveillance du gouvernement. Donc tout ça est un jeu, à mon avis, de dupes de part et d'autre, et il faudra voir aussi avec quelle précision on arrivera au mois de décembre, parce que la seule nécessité qu'on a, c'est de fonctionner avant le 1er janvier. Je le répète, et c'est quand même très important pour la France. Ça va venir très vite. Disons un mot, si toutefois on débordait du 1er janvier, il y a des procédures, on n'aura pas de shutdown à l'américaine, contrairement à ce que j'entends souvent, mais on aura un simple budget de fonctionnement, c'est-à-dire qu'on pourra toujours payer nos fonctionnaires et nos services publics. Donc on est obligé de souhaiter pour la France de s'en sortir. C'est très difficile. Je n'en suis pas sûr, non, il suffit de regarder les chiffres. C'est très difficile de savoir si on est encore dans une séquence de communication politique ou on est dans une séquence politique tout court. Pour la bonne et simple raison, c'est que vous avez un gouvernement qui est très contraint par une absence de majorité et qui est très contraint aussi par des fractures profondes et qui sont de plus en plus profondes dans sa propre majorité. On voit bien les messages qui sont envoyés, y compris par Gabriel Attal. Et on se demande à quel jeu il est en train de jouer même. Parce qu'on voit bien aussi que l'ancien ministre de l'Intérieur fait passer, via ses réseaux, dans les médias, des petites phrases en expliquant que lui, il n'aurait pas fait comme ça. Ah, ça se passe pas très bien entre lui et Michel Barnier, voilà. Ça paraît acté. Non mais d'accord, mais pour faire quoi au bout du compte? Parce qu'il y a un moment donné, on va arriver sur le mur de la réalité. C'est qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire que la majorité va continuer à laisser survivre un Premier ministre qui n'aura plus du tout de pouvoir parce qu'il aura été obligé d'avaler tous les anacondas du groupe qu'il soutient le plus, ou il va maintenir mordicus un programme qui sera plus proche de ses anciens amis de LR, mais tout en essayant de trouver un équilibre avec le RN. Et avec le RN, je vois absolument pas Marine Le Pen essayer de faire des contorsions pour essayer d'accepter un certain nombre de choses qui sont complètement inacceptable. Pour l'instant, elle a tout accepté, Marine Le Pen. Et qui serait contre-productif. Vous entendez ce que vous dites? Pour l'instant, puisque vous êtes l'ancien communicant de Marine Le Pen, pour l'instant, elle s'est complètement pliée. Et celle qui sauve Macron en ce début de mandat, c'est bien elle. Parce que, à plusieurs reprises, il y a eu la possibilité de faire avancer la motion de destitution. Marine Le Pen a protégé le président de la République en la bloquant. Il y avait la possibilité de censurer ce gouvernement dont nous savions pertinemment ce qu'il allait faire, à savoir taper sur les plus pauvres. Marine Le Pen n'a pas voté la censure. Et maintenant, nous allons voir. Est-ce que vous voyez une stratégie? Est-ce que vous voyez une stratégie de communication? Mais malheureusement, est-ce que vous voyez une stratégie de la part du RN? Est-ce que vous voyez une stratégie de la part du RN? De quoi? Pardon, j'ai pas compris. Sur ce budget. Non, il y en a. Ils vont présenter un contre-budget, mais là aussi, on comprend bien. Au-delà de ça, est-ce qu'ils vont s'opposer? Est-ce qu'ils vont retoquer? Je pense qu'il y a. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire pour protéger les Français? C'est ça la question. Moi, ça, j'en sais rien. Il faut leur dire. Pour l'instant, rien. Bon, si on peut en placer une, vous allez voir, ça va être intéressant. Eux aussi sont confrontés à un agenda politique qui va devenir de plus en plus contraint, parce que si jamais il y a un blocage vraiment définitif sur ce budget, les jours de monsieur le Premier ministre sont comptés, et que si jamais ils ont trop plié sur un certain nombre de choses, notamment sur le pouvoir d'achat, notamment sur un certain nombre de choses économiques, les impôts, l'augmentation du prix du gaz, etc., ça va être contre-productif par rapport à leur électorat. Que pour l'instant, s'ils ont maintenu le Premier ministre en fonction,
C'est parce qu'ils sont en train de draguer un nouvel électorat qui est plutôt l'électorat âgé, qui n'aime pas le bordel et qui ne voulait pas de la chute d'un premier ministre. Mais aujourd'hui, s'il n'y a pas d'autre solution, je pense que ça va devenir très compliqué pour Michel Barnier. Voilà. Je voudrais qu'on termine. Que Marine Le Pen a abandonné les pauvres. C'est exactement ce qu'ils sont en train de dire. Ils vont chercher un autre électorat. Regardez le budget. On va dépenser en 2025 55 milliards d'euros pour rembourser la dette, les frais de dette. Ah oui, la dette posée par Macron. Encore plus. Ah mais attendez, c'est pas beaucoup moins que ce que représente l'impôt sur le revenu. On va monter à 3,5 en 2030. Il y a un moment, ça va devenir le premier poste de l'État. Il est urgent, mais urgent de s'occuper de ce déficit et de réduire les dépenses. Justement, on en est là. On peut réduire le déficit sans réduire les dépenses publiques, vous savez. Éric Scholl, on en est là. En augmentant les recettes. Regardez le niveau des impôts qu'on a offert s'il vous plaît. Regardez le niveau des impôts en France par rapport à l'étranger. Bien sûr. Je voudrais. Surtout qu'il y a pas de il nous reste 2 minutes 30. Certains dans la population, parmi les responsables politiques, s'interrogent aujourd'hui sur la responsabilité de cette situation, d'un tel dérapage budgétaire. Des députés, on le sait désormais, vont plancher sur la mise en place d'une commission d'enquête. Est-ce qu'Emmanuel Macron et Bruno Le Maire devront rendre des comptes sur ce qui nous arrive et ce qui peut paraître, somme toute, très soudain? En tout cas, il y aura besoin d'explications. Parce que ce qu'on constate entre le mois de janvier apparaîtra, répond laconiquement Bruno Le Maire cette semaine. Si vous voulez, il faut regarder très près. Il faut même regarder d'ailleurs la validation par le Conseil constitutionnel du projet de loi des finances qui a eu lieu au mois de janvier dernier. Et bon, le Conseil constitutionnel a jugé que c'était un projet sincère. Mais néanmoins, une fois que le projet a été validé, dans les mois d'après, on a vu des dérapages qui ont commencé. Et là, on n'a pas été prévenu. Il n'y a jamais eu de projet de loi rectificatif. Il aurait pu avoir un projet de loi rectificatif. Il va se passer la même chose. Parce on a vu petit à petit, au fur et à mesure de l'année, les comptes. Emmanuel Macron n'a pas voulu appuyer sur la pédale de frein. En clair. Non, on ne l'a pas vu. On ne l'a jamais vu. Et on a vu les chiffres petit à petit commencer à glisser vers le bas. Et les notes des directions du Trésor. Les notes du Trésor. Donc à un moment, on s'est dit, à quel moment, quand est-ce qu'on commence à réagir? Et l'été est passé, on arrive aujourd'hui, et quand on regarde aujourd'hui où on en est, c'est-à-dire on allait dans une direction vers moins 7% en 2025 de déficit, alors qu'en 2024, normalement, on aurait dû être à 4,4. Il y a eu un énorme dérapage. On a envie de comprendre pourquoi. Est-ce que c'est parce que la prévision n'était pas bonne? Est-ce que c'est parce que la collecte de l'impôt est pas... C'est les outils, c'est Bercy. On a juste envie de comprendre ce qui s'est passé. Oui, clairement. Le mot de la fin, chacun, et rapidement. J'ajoute quelques mots. Il faudra évidemment des explications. J'imagine qu'une commission d'enquête est faite pour ça. Je voudrais pas quand même qu'on ait le sentiment que cette question de l'insincérité est devenue un scandale public et qu'on a des juges qui sont aux ordres ou corrompus. Comment voulez-vous évaluer quelque chose qui n'est pas encore sur le plan économique certain? Les chiffres du Haut Conseil des finances publiques datent de septembre de l'année dernière. Mais presque plutôt de transparence sur la situation qui était celle de la France, ça c'est une responsabilité politique. Ça, c'est une responsabilité politique. Mais la question des principes de sincérité dans nos lois et dans nos lois constitutionnelles, au fond, elles sont de toute façon relativement vagues tant que le pouvoir politique n'arrive pas à rendre des comptes. Donc, d'où l'idée de la commission d'enquête qui ne doit pas être une commission d'inquisition. Une phrase, Aurélien Lecoq. Défi. La réalité, c'est que nous alertons depuis le début. Bruno Le Maire et tous ceux qui nous gouvernent sont des menteurs. Nous savons d'où vient ce déficit. Ce déficit, il vient du fait qu'ils ont vidé les caisses de l'État, qu'ils ont arrêté de toucher l'impôt. Pourquoi? Parce qu'on a fait 60 milliards de cadeaux fiscaux par an aux plus riches, 160 milliards aux grandes entreprises, 90 milliards d'exonérations de cotisations sociales. S'il n'y avait pas eu ces politiques, alors nous n'aurions pas de déficit et nous serions sous la barre des 3%. Et ce déficit n'est pas un dérapage de cette année. Cette année, effectivement, 32 milliards de rattrapage, 12 milliards l'année d'avant, 9,8 milliards l'année encore précédente. Tout cela est organisé. Merci. On surestime les recettes pour ensuite, en cours d'année, dire il faut couper les dépenses pour faire la poche aux à tous les quatre, vous entendez le générique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Dans quelques instants, vous retrouvez Loïc Besson et